Thomas Milan. Oh la vache, alors lui, il m'a envoyé un pavé, lui. Malgré que pendant un moment, tu étais sceptique sur la méthode de Luis Enrique au PSG, on voit notamment depuis le match de Salzbourg, on voit une équipe qui fait plaisir à voir, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Selon moi, depuis le PSG de Laurent Blanc, je n'avais pas revu un PSG aussi flamboyant à avoir joué avec les résultats qui suivent derrière. Es-tu d'accord avec ça? Ou alors penses-tu que le PSG de Tourelle, la saison du Covid où ils arrivent en finale de la Ligue des Champions, était supérieur au PSG de Laurent Blanc, qui avait une équipe assez complète et qui proposait un jeu séduisant, mais qui n'a pas réussi à passer l'écart en Ligue des Champions. Déjà, moi, les comparaisons dans le temps entre équipes qui n'ont pas les mêmes joueurs, je trouve pas ça extrêmement intéressant ni extrêmement utile. Ce qui est évident, c'est que ce PSG de Luis Enrique est devenu extrêmement séduisant, ce qui n'était pas au début de la saison, il faut bien le reconnaître, surtout au niveau européen. C'est pas parce qu'aujourd'hui le club est en quart de finale qu'il faut oublier le match nul au Parc contre Eindhoven, la défaite au Bayern, la défaite à Arsenal, la défaite au Parc contre l'Atlético. L'équipe de Laurent Blanc, effectivement, elle était tombée sur des contre Chelsea et Manchester City. C'était les deux fois. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets à avoir pour Paris, notamment contre Manchester City à l'aller au Parc, où Zlatan rate un penalty, où le PSG avait quand même assez nettement dominé, mais ils avaient malheureusement caissé 2 buts. Le PSG de Tourelle, bon, c'était un Final 8, donc c'était très différent comme climat, même comme formule. Alors évidemment, beaucoup ont cherché à la dévaloriser parce que c'était juste le PSG. Hein. Je peux vous dire que le Bayern qui a gagné à l'arrivée, ils en ont rien à foutre que ce soit un Final 8 à huis clos. Tout ce qu'ils voient, c'est une coupe aux grandes oreilles de plus dans la vitrine et qui s'en foutent complètement de savoir dans quelles conditions ça a été remporté. Mais bon, quand c'est Paris, il y a toujours un petit bémol à trouver. Donc voilà, je pense que cette année, le PSG de Luis Enrique a tous les atouts pour rentrer dans l'histoire du club. Évidemment, sauf en cas d'élimination en quart contre Aston Villa, ce qui ferait que là, pour le coup, on se dirait qu'avec le PSG, c'est toujours pareil. Bertrand Jet me dit « Certains journalistes bien placés ont évoqué le harcèlement et les moqueries dont a été victime Vitinha de sa première saison par Messi et Neymar. Quand on voit son niveau depuis l'an dernier, on comprend mieux. As-tu des échos à ce sujet ?» Oui, j'ai eu des échos comme quoi effectivement Messi et Neymar n'étaient pas du tout convaincus du niveau de Vitinha. Ça prouve que tu peux être des très grands joueurs et finalement te planter complètement sur le niveau d'un adversaire, et encore pire d'un coéquipier, parce que le coéquipier tu le vois tous les jours à l'entraînement. Et que y a deux solutions, soit t'es pas foutu de déceler ses qualités et c'est quand même extrêmement inquiétant, soit tu ne veux pas déceler ses qualités et c'est terrible aussi. Après que Vitinha se soit senti libéré du départ de 2 joueurs qui pourtant, bon, peut-être un petit peu plus Neymar que Messi pouvait peut-être éventuellement jouer un petit peu dans sa zone, mais voilà, peut-être aussi que le fait que ces 2 joueurs soient partis, ça a permis à Vitinha de se responsabiliser. Mais il y a des choses aussi impalpables dans le football. Arnaud Foucard me dit 2 petites questions. Peut-on vraiment parler d'un exploit au vu des 2 matchs, car même l'entraîneur de Liverpool n'a pas choisi ces termes en conférence de presse, et plus le fait de jouer le PSG en 8e, penses-tu que celui qui est premier de la saison régulière ne devrait pas avoir un tel tirage au sort? Première question, pour moi ça reste un exploit, parce que Liverpool caracole en tête du meilleur championnat d'Europe. Liverpool a fini premier de la phase de poule de Ligue des Champions, donc c'est bien, puis c'est bien typique de ce qui se passe avec le PSG, c'est-à-dire quand ils se font éliminer, c'est des gros nuls, et quand ils se qualifient, c'est les autres en face qui étaient nuls. Ça, c'est quelque chose qui m'exaspère profondément, parce que c'est injuste. Encore une fois, même sur le match retour, Paris a quand même connu des périodes de ballottage assez intenses. C'est injuste de dire que cette qualification du PSG n'est pas
un grand exploit ou une immense performance. Alors là, chacun il met le superlatif qu'il veut, mais toujours minimiser ce que fait Paris, au bout d'un moment, c'est quand même assez chiant. Et la deuxième question, penses-tu que le premier de la saison régulière ne devrait pas avoir joué un tel tirage au sort? Bah, c'est aussi parce que Paris a fini finalement assez mal classé. Alors après, c'est un match, s'il y avait eu un tirage au sort intégral, c'est aussi un match qui aurait pu avoir lieu. Donc ça, c'est comme ça. Geoffrey Anoff me dit, le recrutement de l'été dernier, Pacho, Neves, Doué, puis celui de cet hiver, Gvara, sont-ils à mettre au crédit de Luis Campos ou de Luis Enrique? Quelle est la meilleure recrue selon toi? Bah, je pense que c'est à deux. Je pense que, pour ce que j'en sais, Campos et Luis Enrique travaillent vraiment en excellente intelligence et en binôme. Et on voit que, effectivement, les joueurs ont été ciblés à des postes où Luis Enrique voulait du monde. Ça veut pas dire que c'est des joueurs qui auraient été recrutés par un autre entraîneur potentiel du PSG, mais voilà, c'est un effectif qui a été façonné pour le foot prôné par Luis Enrique. Donc l'arrivée de Gvara, l'arrivée de Doué, l'arrivée de Neves, l'arrivée de Pacho. Bon, Pacho encore, c'est un défenseur central. Vu le niveau qu'il a, il correspond à peu près à tout le monde. Mais voilà, après, quel est le meilleur? C'est quand même très très difficile à dire, hein, parce que je pense que le meilleur sur l'ensemble, c'est quand même sur la régularité, ça reste Joao Neves. Mais bon, la saison n'est pas finie et Doué n'a pas dit son dernier mot. Jean-David Bedel me dit, comment as-tu vécu ce match Liverpool-PSG? Stressant, étais-tu à fond derrière Paris? Moi, je suis toujours à fond derrière tous les clubs français en Coupe d'Europe. C'est mon côté un peu cocardier benet. Bah, comme tous les matchs de Coupe d'Europe du PSG, on le voit, on le regarde chez des amis, avec que des mecs. La seule nana, c'est Mélissa qui fait à manger pour tout le monde. Et puis voilà, c'est évidemment que des Baulois qui ont tous la particularité d'être tous supporters du PSG. Comme quoi ça arrive. C'est quelque chose d'assez inhabituel pour moi parce que j'aime pas regarder les matchs avec des gens, mais avec eux, avec eux j'aime bien, et surtout quand il y a des moments de joie comme cette qualification, bah, c'est mieux de la partager avec des amis que d'être seul dans mon canapé avec mes chiens qui globalement s'en foutent que le Paris se qualifie ou pas, quoi. ED Desfossés me dit, quelle sera d'après toi l'équipe probable alignée par Enrique contre Marseille dimanche prochain? Équipe classique avec quelques remplaçants alignés d'office ou équipe B type Coupe de France avec un banc de touche plus. Je ne sais pas parce que, comme toujours avec Luis Enrique, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il y a trois choses qui vont intervenir dans ces choix-là. D'abord, que le PSG a joué 120 minutes très dures sur le plan physique et sur le plan émotionnel mardi. Ça, c'est dans la colonne moins. Dans la colonne plus, c'est que derrière, il y a une trêve internationale où le PSG va un petit peu souffler. Enfin bon, les joueurs vont pas souffler puisqu'ils vont tous partir en sélection, mais au niveau du club, ça va être un petit peu plus décontracté. Et la perspective du match contre Aston Villa qui est que dans un mois. Donc ça veut dire que le rythme, malgré tout, du PSG va un petit peu se ralentir dans le mois qui arrive. Donc, il va y avoir peut-être un petit peu moins de gestion des effectifs. Et puis, il y a le fait que ce soit Marseille, donc un adversaire très spécial pour Paris. Et c'est là qu'on va voir si ça va tourner ou si ça va pas tourner. Bon, j'imagine que Doué et Zahir Emery, qui étaient remplaçants, cette fois vont jouer. Alors, est-ce qu'on aura Beraldo et Mayulu? Ça, c'est la question. Anthony Morin me dit, toujours autant dans l'excès, c'est une grande performance, oui, mais de là à parler d'exploit, si vous croyez cela avec la puissance financière du PSG et vu l'effectif, aussi tout comme Liverpool qui sont là dans des équipes de peintres, avec qu'un but à remonter, on n'a pas la même définition de ce qu'est un exploit, mais bon. Donc c'est même pas une question, mais voilà, j'ai pris ça pour montrer évidemment ce que c'est que pas la haine, mais toujours ce côté contre le PSG. Non, c'est vrai, hein, aller se qualifier à Liverpool, ce que jamais personne, aucun club français n'avait jamais fait en gagnant à Liverpool.
Non, bien sûr, c'est pas un exploit. Après avoir perdu le match aller, non, bien sûr, c'est pas un exploit. C'est vrai que Liverpool est pas bien classé en première ligue, que Liverpool a pas fini premier de la poule unique de Ligue des Champions. Donc non, bien sûr, c'est pas un exploit. C'était évident. Et puis surtout, faut surtout arrêter de parler de fric. Il y a 30 millions d'écart entre le budget de Liverpool et le budget du PSG. Donc il faut arrêter avec ça aussi, quoi. Ça m'agace profondément. Alex Penon me dit, la liste de Dédé pour le prochain rassemblement de l'équipe de France sera annoncée aujourd'hui. Si tu devais rapidement nous donner tes 23, qui sélectionnerais-tu? Bon bah gardien, Maignan, Samba et Chevalier. Défense, Koundé, Konaté, Saliba, Upamecano, Digne, Théo Hernandez, Pavard. Au milieu, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, peut-être le petit Koné, Tolisso, et puis Doué. Et puis devant, Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y en ait 23. David Poupinel me dit « Bonjour Pierre, nous connaissons l'excellent Pierre, journaliste et consultant. Mais moins le supporter que vous êtes. Lorsque votre club ou un club français en Coupe d'Europe marque un but, vous êtes plutôt discret. Un match et 90 minutes, pas question de s'enflammer. Réfléchis, votre jeu est intérieur, mais vous restez les pieds sur terre. Les démons du foot peuvent renverser la situation à tout moment. Extraverti, peu importe la fin de ce qui compte, c'est de montrer sa joie, courir partout et créer en tous les sens. » Alors courir partout, malheureusement, ça ne fait plus partie de mes attributions physiques depuis malheureusement un petit moment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans une autre question, c'est vrai que je vois quand même énormément, voire 90% de mes matchs seul. Ça ne contribue pas à booster mon côté extraverti. C'est-à-dire effectivement, je vais pas faire le mariole seul dans mon canapé. Voilà, il y a de temps en temps une insulte qui peut partir ou un cri, mais non, globalement. En fait, que je sois supporter ou pas, ça change pas grand-chose. C'est plutôt certains comportements qui peuvent m'énerver. Bon, hier, par exemple, j'ai regardé le derby de Madrid dans mon lit. Donc, j'allais pas non plus faire les sauts au père. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup soupiré en voyant jouer Vinicius.